Bonjour Alma Dufour, donc on est en compagnie de Alma Dufour qui est chargée de campagne pour l'association Les Amis de la Terre. Donc peut-être qu'on va commencer par te demander de te présenter et de présenter l'association pour laquelle tu travailles. Ok, bah, moi je m'appelle Alma, du coup, je travaille aux Amis de la Terre. Les Amis de la Terre, c'est une association écologiste et environnementale de lutte contre le changement climatique, de lutte contre les impacts des grandes multinationales dans les pays du Sud aussi. En fait, c'est une association qui mêle vraiment de façon très forte l'environnement et la justice sociale depuis le début, en fait, depuis sa création. Et donc, c'est aussi ça qui m'intéressait dans cette association, c'est pour ça que j'y travaille. Et du coup, moi, je travaille plus particulièrement sur les enjeux de surproduction et donc notamment Amazon comme étant à la fois vecteur du changement climatique et grand vecteur d'inégalité sociale et d'exploitation des travailleurs. D'accord. Donc pour préciser, effectivement, tu travaillais déjà sur Amazon, tu suivais le dossier Oui, Amazon avant la crise tout à sanitaire fait. actuelle occasionnée par le virus. Oui, tout à fait. Nous, ça fait 3 ans qu'on suit cette entreprise et qu'on commence à bien la connaître. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés embrigadés dans la lutte judiciaire, notamment avec Solidaire contre Amazon pour protéger les travailleurs pendant le Covid. D'accord. Alors on va y venir. On va partir de la situation actuelle. Donc bon, c'est presque enfin, on a beaucoup entendu dire que la fortune de Bezos, qui est donc le PDG d'Amazon, avait augmenté de 22 milliards d'euros. La première question, c'est est-ce que c'est vraiment lié à l'augmentation actuelle de l'activité d'Amazon? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'effectivement il y a une augmentation considérable de l'activité d'Amazon? Alors, en réalité, l'augmentation de la fortune de Bezos, elle est directement liée à l'augmentation du cours des actions d'Amazon, qui elle est vraiment réelle. C'est-à-dire les dernières semaines, l'action d'Amazon a dépassé son record historique. Elle est maintenant, alors je ne sais plus, autour de 2300 $ l'action, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'en fait, effectivement, elle avait atteint un record historique déjà en février, et là, elle a redépassé ce record pendant plusieurs jours consécutifs, et elle est stabilisée à son plus haut niveau historique pendant justement l'épidémie et pendant la crise du coronavirus. Alors du coup, ce que ça nous indique, donc pourquoi la fortune de Bezos, elle augmente, c'est parce qu'il est actionnaire de sa propre entreprise, donc quand l'action augmente, mécaniquement, sa fortune personnelle augmente aussi. La question de savoir si, est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a un engouement des marchés sur le fait qu'Amazon a au moins pu maintenir son activité pendant le Mhm. Covid, contrairement au fait que toutes les autres entreprises quasiment se sont cassées la figure, quoi, sauf le numérique, hein, très concrètement. Enfin, on est quand même dans une crise économique qui touche énormément d'acteurs, ne serait-ce par exemple que Air France qui est obligé de se faire renflouer à plus de 7 milliards d'euros par l'État. Donc des gros acteurs qui ont vraiment pâti de la crise, même les majeures pétrolières, etc. Et Amazon, bah, lui, apparemment, non, il a continué son activité. Alors, est-ce qu'il a augmenté? En France, c'est pas vraiment le cas, c'est assez stable. Il n'a pas vraiment beaucoup perdu en activité, mais c'est pas non plus une explosion. Néanmoins, aux États-Unis, on a des suspicions que ce soit beaucoup plus le cas parce que ils ont quand même dû embaucher assez rapidement, très très vite, au moins 100 000 intérimaires pour combler la demande, laissant entendre que la demande avait explosé. Alors, ça pourrait être aussi pour combler des salariés qui s'absentent pour s'occuper de leurs enfants, mais on n'a pas encore de données détaillées. Alors qu'en France, ils ont embauché beaucoup d'intérimaires, mais c'était aussi pour pallier au fait qu'il y avait plein de gens qui s'étaient mis en droit de retrait parce qu'ils avaient peur pour leur santé, et qu'il y avait aussi des gens qui s'occupaient de leurs enfants et qui étaient en arrêt maladie. Donc, c'était pas exactement la même configuration. Et pourquoi je dis que c'est important de mettre des pincettes, c'est que malheureusement, Amazon ne publie pas son chiffre d'affaires détaillé pays par pays. C'est très difficile de le connaître, on met du temps, c'est très opaque comme entreprise. Donc malheureusement, il va falloir enquêter un peu plus pour se rendre compte à quel point ça a augmenté ou pas pendant le Covid, à l'international en tout cas. D'accord. De toute façon, j'imagine qu'on va souvent jongler entre la situation américaine et la situation française. Oui, J'ai bien compris qu'en France, effectivement, même s'il y avait du personnel qui avait été recruté, c'était pas nécessairement lié à une augmentation de l'activité, mais aussi parce qu'il y avait des gens qui s'étaient mis en arrêt pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Du coup, moi j'avais deux questions. C'est qu'est-ce qu'il en est des conditions de travail actuellement à Amazon? En gros, est-ce qu'elles se sont, quelles sont-elles en général, mais est-ce qu'elles se sont aggravées du fait de la crise? Et d'abord, j'aimerais surtout parler d'abord des conditions de travail indépendamment des conditions sanitaires. ok. Bah, les conditions de travail chez Amazon sont à peu près les mêmes que dans tout le secteur de la logistique, c'est-à-dire très mauvaises. Mhm. Non, mais c'est pas drôle du tout, en plus j'en rigole, mais c'est en fait c'est vraiment un des secteurs qui est connu pour avoir des conditions de travail qui sont particulièrement difficiles. C'est des emplois peu payés, des shifts longs, des douleurs au dos chroniques parce qu'en Mhm. fait, c'est des tâches très répétitives. Déjà, les ouvriers d'Amazon dans les entrepôts, ils doivent parcourir des kilomètres à pied tous les jours, lever toujours le bras.
et ils ont des objectifs de rentabilité, ce qui est aussi facteur de stress très, très important. Typiquement, pour vous donner un exemple, en France, l'entrepôt de Montélimar a été épinglé par la Caisse régionale d'assurance maladie comme ayant des taux de burn-out et de maladies professionnelles, donc burn-out et maladies de dos, bien supérieurs à la moyenne régionale. Et donc, ils ont déclenché une alerte de la Caisse régionale d'assurance maladie. Donc voilà. Et ça, en France, les conditions sont vraiment pas terribles, mais déjà, elles sont meilleures que dans d'autres pays parce qu'aussi le droit du travail français est assez fort. Et les syndicats aussi sont assez forts. Donc, par exemple, les Français se sont battus pour obtenir la climatisation dans les entrepôts, ce qui n'est pas le cas, par exemple, au Royaume-Uni, où, par exemple, même on a eu des scandales comme quoi des employés devaient faire pipi dans des bouteilles au Royaume-Uni parce qu'ils n'avaient pas le temps d'aller aux toilettes pendant leur pause, quoi, pour vous donner un exemple un peu concret. Ok. Donc là, actuellement, en général, quand Amazon a besoin de personnel supplémentaire, il passe par une boîte d'intérim. Exactement. Alors du coup, en fait, Amazon, en temps normal, de façon régulière, c'est des entreprises qui ont des pics d'activité, qui ne sont pas réguliers sur toute l'année. Et comme toute grosse entreprise bien capitaliste qu'ils sont, ils ne vont pas embaucher des gens pour satisfaire ces pics d'activité et les licencier après, payer des indemnités, etc. Donc du coup, ils passent par le système de l'intérim. Et c'est déjà le cas, par exemple, à une période à partir du Black Friday, donc en novembre jusqu'aux fêtes. Par exemple, ils doublent leur effectif dans les entrepôts grâce à des intérimaires notamment. Et donc là, ils ont un peu refait le même procédé pour d'autres raisons, la question du Covid, aux États-Unis, en France, etc. Et donc ces intérimaires, effectivement, ils ne sont pas engagés par Amazon, ils n'ont pas du tout la même sécurité du travail, même s'il y a certains avantages financiers à être intérimaire. Et par exemple, typiquement, nous, quand on fait des actions où on va, par exemple, bloquer des entrepôts parce qu'on réclame des choses à Amazon, etc., ou à l'État, en fait, souvent, ça peut être problématique, pas pour les salariés qui sont souvent avec nous, mais pour les intérimaires, parce que si, en fait, ils n'ont pas le droit d'entrer et de faire leur travail, ils ne sont pas payés, typiquement. Okay. Donc voilà. Et là, on a eu de la chance, on en reparlera après, parce que pour l'instant, les intérimaires sont payés. D'accord. Et alors, maintenant, justement, il y a eu un peu des problèmes liés au manque de conditions sanitaires satisfaisantes pour effectuer le travail d'Amazon. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu là-dessus, un peu plus sur justement les conditions sanitaires dans lesquelles le travail est effectué à Amazon en ce moment? Oui, alors du coup, en fait, ce qui posait problème sanitairement parlant, en fait, les entrepôts d'Amazon, les gros entrepôts, les 6 dont on parle, ceux qu'on fermé pour l'instant en France, c'est des entrepôts en fait qui peuvent réunir de 500 pour le plus petit à 2700 salariés et intérimaires. Donc c'est des immenses machines. Alors certes, c'est très très grand, mais il y a des endroits où en fait les gens se croisent à l'arrivée, à la pause, dans les casiers, dans les vestiaires, etc. Il y a des endroits des nœuds, en fait, des goulots d'étranglement, où quand on est 2700 salariés, même si c'est des équipes qui sont plutôt autour de 600 salariés, en fait, c'est absolument impossible de respecter les gestes barrières. Et ça va bien au-delà du plafond de rassemblement de 100 personnes qui avait été fixé par l'État. Donc du coup, c'était ça en fait le vrai problème dans les entrepôts, c'était la promiscuité d'une première part. Et après, au début, il y avait un manque flagrant de protection, ni masque, ni suffisamment de gel, ni nettoyage. Il y a eu des cas, et en fait, effectivement, c'est ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des cas de Covid qui ont été détectés rapidement dans tous les entrepôts en France. Et aux États-Unis, c'est dans la moitié de la centaine d'entrepôts. Donc, c'est énorme, en fait. Donc, c'est bien preuve que c'est des foyers de contagion assez rapides, en réalité. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait un plafonnement de 100 personnes qui avait été fixé par l'État. Normalement, ce plafond de 100 personnes, il s'applique aussi aux entreprises? Non, non. En fait, il s'applique effectivement pas aux entreprises. Donc, il n'y avait pas vraiment d'obligation légale pour Amazon à fermer. En fait, à réduire au moins son activité. Ce qui se passe, c'est que l'État avait des discours un peu incohérents, c'est-à-dire que dans le cadre de la sphère privée, ils sont allés très loin dans les restrictions aux libertés de rassemblement et même de déplacement des individus, tout en même temps ne voulant pas stopper l'activité économique et justement en n'ayant pas du tout le même type de normes et de mesures pour les entreprises. Et donc, voilà. Et typiquement, c'était le cas d'Amazon, mais d'autres secteurs où, à la fois, voilà, le gouvernement disait restez chez vous, et en même temps faisait pression sur le secteur du BTP, etc., pour qu'ils continuent de travailler alors qu'ils avaient ni masque, ni protection, etc. Et ça a été pareil concernant Amazon, c'est-à-dire que le maintien de l'activité était placé au-dessus de la question sanitaire dans les entrepôts. D'accord. Donc là, on en vient à la question de la plainte qui avait été déposée au départ par Sud Solidaire, mais à laquelle vous vous êtes joint, il me semble. Oui. Et alors, est-ce que tu peux nous rappeler l'objet de cette plainte initialement? Oui, justement, en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que
les syndicats et les Amis de la Terre et des alliés comme ATA, comme ANV COP21, etc. Bref, toute une coalition et notamment les Amis de la Terre, on a pas mal interpellé le gouvernement en fait sur les réseaux sociaux en leur écrivant des courriers justement pour leur demander de fixer des mesures plus claires sur le secteur du e-commerce en général. Parce qu'on avait besoin qui protège les salariés, puisqu'on avait de plus en plus d'alertes dans les entrepôts, comme quoi les conditions sanitaires n'étaient pas respectées. Et en fait, c'est suite à ces interpellations qu'on durait quand même 3 semaines, et où il se passait pas grand-chose. Et on a attendu quand même au moins 18 jours avant la première mise en demeure de la directe de la part de l'État. Sur les entrepôts Amazon, 18 jours, c'est hyper long quand on entendait en même temps que chaque jour comptait pour se battre contre le Covid. Et donc, en fait, au bout d'un moment, c'était avant même la mise en demeure de la directe, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas de réponse satisfaisante du gouvernement, qu'ils avaient un jeu, c'est pas un jeu, mais qu'ils avaient une position ambiguë, quoi, disons, sur la question du maintien de l'activité et de la protection des salariés, et que du coup, il leur fallait passer par la justice plutôt que par le gouvernement. Et donc du coup c'est dans ce cadre-là que Solidaire, comme en fait ils avaient vu qu'on était très actifs sur la communication, sur les réseaux sociaux, etc., ils nous ont proposé de faire une intervention volontaire à cette plainte, notamment pour illustrer le fait que Amazon continuait à livrer des produits non essentiels, alors que pour se défendre en termes d'image, ils avaient vraiment laissé sous-entendre qu'ils livraient plus que des produits essentiels, ce qui était absolument faux. Il y avait une stratégie de fake news très importante. Du coup, nous, on était là aussi pour axer sur ce volet-là auprès des juges, quoi. Et la plainte, elle demandait ça, elle demandait la réduction de l'activité aux seuls produits de première nécessité. C'est ça, la plainte, en gros, l'objectif, la première demande, c'était l'arrêt de l'activité le temps que les mesures sanitaires soient élaborées, okay, d'un commun accord entre la direction et les syndicats, parce que les syndicats étaient très peu consultés et écoutés. Et la deuxième mesure subsidiaire, c'était effectivement au moins la réduction aux 10% de produits essentiels, considérés comme essentiels, contenus dans leur stock. Et c'est effectivement ce qu'on a, le temps, effectivement, que les mesures soient mises en place. Et c'est ce qu'on a obtenu de la part des juges de Nanterre. Effectivement, ils ont reconnu que les mesures sanitaires mises en place par Amazon au fur et à mesure des semaines, ils sont vraiment partis de très très bas. Et c'est toujours le cas, d'ailleurs, c'est important de le dire, dans les petits centres de tri d'Amazon qui dépendent même pas de la même société, qui dépendent d'Amazon Transport. En fait, les conditions de travail, mais ils sont moins nombreux, mais par contre, les conditions sanitaires sont comme au début de l'épidémie dans les grands entrepôts, c'est-à-dire ils en sont encore aux lingettes et aux gants qu'ils n'ont pas en quantité suffisante et ils n'ont pas de masque. Donc c'est bien dire l'hypocrisie d'Amazon, en fait, qui attend qu'on leur court après et qu'on leur colle la honte, entre guillemets, pour agir. Et du coup, voilà, donc on a obtenu ça du juge de Nanterre, et en fait, Amazon, au lieu de juste réduire aux 10% de produits essentiels de son activité, et de se mettre d'accord avec les syndicats, a préféré stopper toute l'activité et rentrer dans une forme de chantage et de bras de fer et avec l'État et avec les syndicats pendant une semaine jusqu'à l'appel dont on va parler. D'accord. Et alors du coup, si j'ai bien compris, finalement Amazon a préféré fermer ses entrepôts plutôt que de s'astreindre à ce qui lui avait été demandé, à savoir se limiter aux seuls produits nécessités. Oui, c'est ça. En gros, en fait, on a vu ça. Il y avait plusieurs choses. Déjà, on a vu ça quand ils ont fermé leurs entrepôts. C'était assez drama, on va dire, comme manière. Ils ont quand même se sont manifestés sur les plateaux télé pour expliquer que la décision des juges était injuste, qu'ils bénéficiaient d'un traitement injuste en France, qu'on leur en voulait, et que c'était la faute des syndicats. Donc il y a eu un discours assez anti-syndical qu'ils ont propagé à la fois auprès du grand public, mais aussi dans l'entreprise elle-même, en laissant planer le doute sur le maintien de l'activité dans les entrepôts en France à plus long terme. Ils ont envoyé des tweets qui étaient quand même assez particuliers. Ils ont dit « Nous considérons, nous prendrons en compte ce que veut dire cette décision de justice sur le maintien de notre activité en France ». Ça veut dire quoi? C'était vraiment des menaces voilées de quitter la France et de continuer de livrer la France, mais depuis l'étranger. Ils ont aussi fait une démonstration qu'ils étaient capables de livrer en France depuis leurs entrepôts en Espagne, au Royaume-Uni, etc. Donc ils se sont engagés dans une sorte de chantage et avec les syndicats et avec le gouvernement pour leur dire voilà, nous on peut très bien se débrouiller sans vous. Et en gros, voilà, enfin, c'est plutôt aller dans notre sens, sinon on s'en va, quoi, clairement. Donc, et il y avait aussi, on pense qu'en fait, ils ont envisagé un moment de demander le chômage partiel, le remboursement des chômages partiels à l'État.
C'est ce qu'ils ont annoncé aux syndicats. Après, ils ont rétro-pédalé en disant qu'ils n'allaient pas le faire. Peut-être à cause de l'image, mais en fait, je pense surtout qu'ils ont vérifié, ils se sont rendus compte qu'ils n'atteignaient pas les critères du chômage partiel. Et en fait, pour ça, il fallait notamment prouver une baisse de chiffre d'affaires de 70%. Donc, en fait, si, voilà, c'était plus pratique pour eux de mettre tout à l'arrêt, d'aller voir l'État en leur demandant le chômage partiel. Sauf qu'en réalité, on était derrière pour dire que c'était hors de question de la fraude fiscale dont ils sont responsables annuellement. Entre la fraude à la TVA des vendeurs sur la place de marché qui est au-delà d'1 milliard d'euros par an et le fait qu'ils payent très peu d'impôts, moins de 100 millions d'euros en France et qu'ils dissimulent une partie de leur chiffre d'affaires, ça aurait été assez cocasse quand même qu'ils fassent partie des entreprises qui bénéficiaient de l'aide d'État alors qu'en plus ils sont en très bonne santé financière. D'accord. Et alors, finalement, est-ce que tu pourrais préciser, il y a combien d'entrepôts en France et est-ce qu'il y a des syndicats dans tous les entrepôts? Alors, il y a 6 entrepôts en France, dont le tout dernier, c'est celui de Brétigny, qui a ouvert en septembre dernier. Donc, à Brétigny, il n'y a pas encore eu d'élection syndicale, donc il n'y a pas vraiment de syndicat officiel pour l'instant. Dans tous les autres entrepôts, il y a des délégués syndicaux et Sud est désormais passé en majoritaire dans plusieurs entrepôts. Alors, je ne sais pas, il y a celui de Saran et celui de Lovin-Planck près de Lille, c'est le plus gros. Donc, Saran et Lovin, c'est les deux plus gros. Donc voilà, donc Sud est de plus en plus implanté, la CGT est très bien implantée aussi, et la CFDT. Et bon, là, ce qui était bien aussi dans cette crise du Covid, c'est qu'il y a quand même enfin, tous les syndicats allaient plutôt dans le même sens. Et il n'y a pas eu de stratégie de diviser les syndicats, ils n'ont pas réussi en tout cas. C'est-à-dire que la CFDT et la CGT se sont joints à l'appel de la décision, se sont joints aux côtés de Solidaire face à Amazon lors de l'appel de la décision, donc c'était plutôt un bon message aussi. Alors effectivement, au départ, vous avez considéré que c'était une victoire quand même d'avoir réussi à obtenir ça. L'appel, en fait, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'en même temps, il y a une confirmation, mais il y a un assouplissement des conditions. Donc vous en pensez quoi du résultat de Alors, l'appel? ouais, bah, c'est une décision, ce qu'on peut en penser, c'est un peu ambigu. Effectivement, il y a un assouplissement qui n'est pas négligeable, dans le sens que là, ils ont intégré tous les produits high-tech nécessaires au télétravail. Donc ça fait quand même beaucoup dans le catalogue d'Amazon, donc tout ce qui est ordinateur, smartphone, etc. D'accord, ouais. Après, néanmoins, ça fait pas plus de 50% du catalogue d'Amazon. Donc c'est quand même une restriction de l'activité qui est quand même supérieure à la moitié, donc il faut quand même prendre ça en compte. Et surtout, le contexte politique avait quand même beaucoup changé. Et nous, vraiment, pour être tout à fait honnête, on s'attendait à une défaite. Parce qu'en fait, on pensait que vu que l'État, le gouvernement avait appelé à la reprise un peu généralisée à partir du 11 mai, avait commencé à envoyer ces types de signaux-là, qu'en fait, on avait vraiment peur que la Cour d'appel de Versailles ne veuille pas fixer une barre trop haute pour les entreprises qui redémarreraient. Et d'autant plus que le gouvernement est en train de faire passer des décrets pour assouplir encore plus les conditions de consultation des syndicats sur les mesures sanitaires. Dans une espèce de logique, vraiment d'une vision que les syndicats vont se servir de ça pour bloquer leur entreprise. C'est vraiment une vision anti-dialogue social, alors qu'on voit finalement que dans le cas d'Amazon, c'était très bénéfique, puisqu'aux États-Unis, où les syndicats sont moins forts, ou même dans la branche transport en France, il n'y a pas eu cette bataille-là, on en est encore bien plus loin et dans des conditions de travail bien plus mauvaises et bien plus dangereuses que ce qu'on a réussi à gagner grâce aux syndicats. Donc en fait, c'était une victoire politique que la Cour de Versailles confirme quand même la décision de Nanterre et montre vraiment qu'en fait, on avait raison de se mobiliser et qu'on n'était pas en train de propager des fake news sur l'entreprise et que c'était plutôt l'inverse. Ok. Du coup, j'aurais voulu ensuite enchaîner sur effectivement les moyens dont disposent les travailleurs pour lutter contre Amazon. On sait qu'il y a eu quand même des mesures de, je sais pas si on peut dire de discrimination syndicale ou des gens qui ont essayé de s'organiser sur ce plan-là ont été visés par l'entreprise. Que tu veux dire un mot là-dessus déjà ou pas? Oui, alors bon, en France, les délégués syndicaux sont quand même plus difficilement touchables que dans d'autres pays. Donc heureusement, il n'y a pas, à notre connaissance en tout cas, mais je suis certaine de ce que je dis avant, il n'y a pas eu de licenciement ni vraiment, mais il y a des pressions officieuses qui sont toujours intimées évidemment aux représentants syndicaux. Aux États-Unis, ça a pris une ampleur bien plus grave, c'est qu'aux États-Unis, ils ont carrément licencié plusieurs lanceurs d'alerte. Donc ils en ont licencié celui qui avait pris le plus la parole pour dénoncer il y a quelques semaines le fait qu'ils n'avaient pas de masque dans les entrepôts, qu'ils étaient des centaines et des centaines et que c'était ultra dangereux, s'est fait licencier. Il y a des salariés qui étaient eux plutôt des cadres de Seattle notamment, qui s'étaient beaucoup mobilisés sur la question du climat et qui avaient créé un collectif qui s'appelle Amazon for Climate,
où en fait ils dénonçaient le fait que leur entreprise a un double discours sur le changement climatique est très fort, c'est-à-dire qu'ils promettent beaucoup de choses et ils font très peu. Et donc ils ont commencé à devenir très connus même à l'international et de devenir un peu gênants. Et les porte-paroles se sont aussi mêlés des questions sanitaires pendant le Covid pour aider les gens, les salariés moins payés, bien payés dans les entrepôts. Et elles ont aussi, il y en a 2 qui ont été licenciées, c'est un peu les figures de proue du mouvement. Donc oui, on voit au moins le départ de 3 délégués syndicaux et de 3 lanceurs d'alerte au sein de l'entreprise, avec un salarié qui est décédé aux États-Unis. Il faut savoir que le décès n'a été reconnu que quelques semaines plus tard par Amazon. Donc on en est à ce degré de cynisme. Donc on ne sait pas combien, là, à l'heure actuelle, on ne sait pas combien sont morts en réalité dans les entrepôts, dans la centaine d'entrepôts d'Amazon. On le saura peut-être probablement bien plus tard, ce qui est vraiment tragique. Voilà où on en est. Donc les moyens de lutter pour les syndicats, ça dépend du pays évidemment. Et on a vraiment beaucoup de chance quand on voit ce qui se passe, d'avoir encore un droit du travail encore un peu fort, même si ils font pas mal de coups de butoir ces dernières années. Et voilà, après les salariés se sont, aux États-Unis, ils ont commencé à faire grève. Donc 300 salariés en grève, ça peut paraître peu, hein, effectivement, sur la centaine de milliers de salariés qu'emploie Amazon. Néanmoins, c'était la plus grosse grève qu'ait jamais connue Amazon. Et encore une fois, faut considérer que là-bas, c'est très facile de se faire licencier et on peut perdre son emploi très rapidement. On n'a pas de filet de protection comme on le dispose en France. Donc, il faut déjà une certaine dose de détermination et un grand courage pour faire ça. Et effectivement, il y a des codeurs qui ont appelé à une grève en ligne et malheureusement, on n'a pas vraiment eu de retour là-dessus. Je ne sais pas si elle a vraiment fonctionné, si elle a produit les effets escomptés ou pas. D'accord, ouais, je crois que c'était le 24 avril qu'elle devait avoir lieu. Bon, et alors sinon, parmi les autres batailles menées, il y a l'implantation régulière de nouveaux entrepôts. Et puis nous, à Rouen, on a appris récemment qu'il y a un nouvel entrepôt qui devrait normalement ouvrir sur un ancien site pollué. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on en est et voilà, quelles sont les infos dont on dispose relativement à ça actuellement? Le projet de Rouen, il est assez emblématique de l'intelligence qu'a développée Amazon dans sa stratégie d'implantation en France en tout cas. C'est-à-dire que par exemple, elle choisit des terrains, généralement c'est rare qu'elle s'implante sur des terrains agricoles ou des zones naturelles par exemple, ce qui peut être le cas comme le projet Europa City, etc. Qui a échoué aussi parce qu'ils avaient choisi de s'implanter en plein champ sur des terres arables, etc. Eux maintenant ils sont plus malins ils ont appris des erreurs aussi des autres et en fait ils choisissent souvent des terrains désertés dont personne ne veut, notamment des anciennes bases aériennes. C'était le cas à Metz ou à Lyon, par exemple, ils sont juste à côté de l'aéroport, donc c'est vraiment des terrains destinés à l'industrie, etc. Donc ça leur permet en fait de ne pas être accusés au moins de détruire la nature et de détruire des terres agricoles. Et dans le cas de Rouen, ça va même plus loin, c'est qu'ils arrivent comme des messies, entre guillemets, puisqu'ils s'installent sur une zone carrément polluée qui va être dépolluée par l'entreprise Valgo. Qui était l'ancien site de Petroplus, qui en plus a fermé, laissant beaucoup de gens sur le carreau. Donc c'est parfait comme implantation pour eux, c'est-à-dire du chômage de masse dans une ville qui est socialement, donc, où il y a beaucoup de gens précaires, donc un terrain pollué dont personne ne veut. Voilà, donc, disons que là, c'est difficile à attaquer comme ça de prime abord. C'est pour ça qu'ils choisissent ces terrains-là. Amazon choisit toujours des endroits en difficulté économique où la population a des besoins de main-d'œuvre, enfin, où il y a des besoins de travailler, des main-d'œuvre plus qualifiées, etc., parce que c'est là où ils ont moins de résistance. C'est comme du pain béni pour eux. Et en plus, ils s'implantent en général en dehors des périphéries. On ne peut même pas les accuser de détruire les commerces des centres-villes, puisque ce n'est même pas les villes qui décident qu'ils vont s'implanter. Enfin, bref, c'est toute une stratégie bien rodée. Et donc, dans le cadre du projet de Rouen, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est Valgo, qui est l'entreprise de dépollution, qui est arrivée, qui a montré de patte blanche, et qui a vendu à la collectivité, à la métropole de Rouen, parce que c'est quand même dans la métropole cette fois-ci, un projet où en fait on dit on va transformer cette zone à terme en zone logistique. Et il y aura certains acteurs. Mais par contre, c'était clause de confidentialité. On a mis énormément de temps à apprendre qu'il s'agissait bien d'Amazon. Mais finalement, ça a fini par sortir, parce que Amazon procède aussi toujours comme ça. Il cache son nom pendant toutes les premières phases de la négociation. Et les élus qui négocient avec eux ne doivent même pas en parler aux autres élus du conseil métropolitain ou parce qu'ils signent des clauses de confidentialité pour limiter au maximum la création de phénomènes de ZAD. Donc ils ont très très peur de ça. Ils savent qu'ils n'ont pas bonne réputation et que du coup ils veulent que la population locale soit au courant le plus tard possible, une fois que les projets sont quasiment instoppables juridiquement en tout cas. Donc c'est ce qui s'est aussi passé à Rouen. Et par contre, Rouen, pour l'instant, le permis de dépolluer a bien été accordé à l'entreprise Valgo. Donc ça, c'est un fait.
La question de contrat qui la lie avec Amazon et est-ce que la métropole de Rouen peut revenir en arrière en imposant que ce ne soit pas Amazon qui s'implante, c'est possible à mon avis. Par contre, de là à changer la destination de la zone entière, c'est-à-dire en faire autre chose qu'une zone logistique de merde, parce que malheureusement, il n'y a pas qu'Amazon qui pose problème. Ça, c'est plus compliqué, je pense, juridiquement. Mais ce qui est sûr, c'est que l'entrepôt Amazon n'est pas encore autorisé, il n'y a pas de permis de construire et il n'y a pas d'autorisation d'exploiter par l'État. Donc, c'est quand même un projet qu'on peut encore stopper dans l'œuf, entre guillemets. Mais ça va être un peu compliqué. On avait prévu justement de faire quelque chose ensemble pour que tu nous informes. On essaiera de faire ça après le confinement, on va dire. Et puis il y a un autre élément aussi par rapport à cet endroit-là, c'est qu'il faut rappeler que c'est juste à côté de l'usine du Brisol qui avait pris feu. Et d'ailleurs, il y a il y a un projet d'écoquartier, ce qui est assez drôle parce que effectivement l'ensemble du site était déjà pollué et ça donne juste effectivement sur le site de Petroplus. Écoute, on va en rester là. Je te remercie beaucoup pour tes réponses et puis on essaiera de faire le point plus tard pour cette construction du projet Amazon sur Rouen. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.